J'attends encore. Allez-y, merci. Nous allons commencer cette soirée avec une signature DCF. Donc c'est quelque chose qui nous tenait à cœur sur le réseau DCF, puisque le thème de la soirée c'est comment j'ai saisi l'opportunité qui a changé ma vie. On a voulu faire intervenir 3 personnalités angevines, entrepreneurs et commerciales, et parfois les deux, pour parler en fait de leur moment de vie où ils ont saisi une opportunité qui a transformé leur vie ou a changé le cours des choses. Donc ce thème-là, il nous tient à cœur, et au-delà de ça, ce qui était important pour nous, c'était la singularité de chaque histoire, avec des personnalités différentes, le courage dans l'action, la résilience dans l'épreuve, mais toujours, et c'est important, l'intelligence émotionnelle. Merci donc à Catherine Michaud, Emmanuel Bersan et Bernard Dabé, qui vont témoigner, accompagnés au micro par Valérie Marie en intermittence, et surtout interviewés par Oriane Savouré-Lucas, que je laisse démarrer cette table ronde. Piano témoignage. Bonsoir à toutes et à tous. Alors, la vie a toujours beaucoup plus d'imagination que nous, disait François Truffaut. Parfois, la vie, elle nous surprend en faisant un pas vers nous et elle attend. Est-ce qu'on va oser entrer dans la danse? Est-ce qu'on va oser bouger nos lignes, modifier notre trajectoire? Chacun d'entre nous ici a connu et connaîtra encore ces moments charnières où une opportunité se présente sur le chemin. Alors certaines opportunités s'imposent comme des évidences, une sorte d'alignement des planètes. Et puis il y a les autres, plus discrètes, tapis dans l'ombre, qu'il nous appartient de déchiffrer. Alors elles se glissent dans un grain de sable, dans une crise mineure ou majeure, dans un mur, dans une épreuve qui semble nous demander « Qu'est-ce que tu vas faire de moi maintenant ?» Alors la vie, elle nous observe alchimiser ou pas les événements, y compris ceux qu'on n'a pas choisis. Et souvent, elle nous voit douter, elle nous voit tourner en rond sur le rond-point du choix, avant d'oser ou pas ce pas audacieux qui change tout. Mais comment savoir si c'est le bon moment, le bon tournant, le bon choix? Comment avancer quand notre petite voix nous souffle « Vas-y », mais que la peur nous siffle « Et si tu te trompais ?» Alors au cours de cette première partie de soirée, explorons ensemble ces carrefours de vie, ces points de bascule qui parsèment nos chemins, à travers la mise en lumière et la mise en résonance des parcours de Catherine, Emmanuel et Bernard, qui un jour ont osé écrire à leur façon un nouveau chapitre de leur histoire. Et leurs mots seront ponctués par les notes de Valérie Marie. Alors Bernard, tu es directeur commercial et responsable du développement de la division Vigilex Énergie pour l'entreprise Stif. Et aujourd'hui, donc, tu es directeur du développement commercial, mais c'est une activité que tu n'as pas toujours exercée. Tu as eu une première vie professionnelle. Tu as exercé un métier pendant 17 ans, un métier que tu adorais. C'était lequel? Alors, bonsoir à tous. Moi, j'ai été tourneur-fraiseur pendant 17 ans, de 93 à 2010 à peu près. Et j'étais pas du tout destiné à faire du commerce. J'ai trouvé cette passion, en fait, qui m'a conduit là où je suis aujourd'hui. Alors justement, l'opportunité que tu as saisie, elle avait l'air de tout saut d'un tapis rouge. Au départ, c'est plutôt un coup de massue. Tu nous expliques? Alors, 2008, j'ai commencé à avoir des soucis de santé, une hernie discale, pas opérable, donc obligé de se réinventer en fait. Le médecin qui me met inapte au poste. Et donc là, la question se pose, qu'est-ce que je peux faire pour rebondir en fait? Donc je reprends des études, je repasse des diplômes, et donc je m'aperçois que j'ai une appétence pour le commerce. J'ai développé ces compétences-là,
Et il y a 3 ans, j'ai eu une opportunité avec mon entreprise de partir à l'étranger. Alors ça, c'est pas fait, mais ça m'a ouvert des portes sur le poste que j'ai aujourd'hui, qui est celui de directeur développement commercial. Ça s'est pas fait parce que le projet a été décalé, c'est pas que je voulais pas. Mais quand j'ai eu cette opportunité-là, moi, ça m'a poussé à prendre une décision, en fait, de peut-être remettre en question toute ma vie. Parce que je suis marié, ma femme n'était pas forcément d'accord pour partir en expat. Et j'ai pris cette décision, bon gré et mal gré, on va dire, et j'ai suivi ce que moi j'avais envie de faire. S'il y a un message que je voudrais faire passer aujourd'hui, en fait, c'est que l'opportunité, on en a une tous les jours qui se présente à nous, en fait. C'est le fait de, quand on se lève le matin, de se dire, la vie, je la regarde du bon côté ou du mauvais côté. C'est de se dire, le premier message qu'on doit se donner, c'est, malgré tous les problèmes qu'on peut avoir dans la vie, et moi j'en ai eu quelques-uns, c'est de se dire, aujourd'hui, je vais passer une excellente journée. Et ça, je pense que ça change la donne pour beaucoup de choses. Et justement, avec le recul, comment cette épreuve qui a marqué un coup de rupture quand même dans ton parcours, quand ton dos dit stop et que les médecins ne savent pas si tu vas remarcher et qu'il y a tout un monde professionnel qui s'écroule, comment tu as réussi à transformer cette épreuve en tremplin? Je crois qu'il y a une rencontre qui change les choses et qui ouvre plus largement les perspectives. Alors, ça s'est pas fait du jour au lendemain, hein. Ça m'a pris à peu près 10 ans pour rebondir, pour transformer ma vie. Alors, il y a eu surtout la rencontre avec mon patron actuel, Monsieur Manuel Burgos. Bon, il n'est pas là, mais j'ai eu la chance de rentrer dans une entreprise où on tire les gens vers le haut. Il y a une véritable bienveillance avec les gens avec qui il travaille. Et ça a transformé ma vie, en fait, parce qu'il a compris les compétences que j'avais dans le domaine industriel et a réussi à les utiliser pour me conduire, en fait, où je suis aujourd'hui. Et c'est un rendez-vous qui change la donne fondamentalement, parce Oui. que qu'est-ce que tu fais à la suite de cette rencontre-là, où tu sens qu'il y a une reconnaissance et une vision qui est projetée sur toi, sur ton potentiel, en fait? Alors, la première fois que j'ai rencontré Monsieur Burgos, donc j'étais dans une société qui s'appelait SNP. Je l'ai rencontré et la connexion qu'on a eue tous les deux m'a donné tout de suite envie de démissionner, en fait. J'ai pas réfléchi à ce qu'allait être le salaire ou quoi que ce soit. Je savais que finalement ce serait le bon endroit où être pour évoluer. Et qu'est-ce que tous les matins tu te dis? Tous les matins, je me dis que c'est le meilleur jour de ma vie. Et c'est pas une blague, c'est pas une blague, c'est quelque chose que non seulement tu te dis, mais je crois que tu écris. Ouais, je l'écris. Alors, c'est la première. Alors, je me le dis déjà tous les matins en me levant. Et quand j'arrive au travail, j'ai un carnet, en fait. Et la première chose que je fais, c'est je prends ce carnet et je dis aujourd'hui va être une excellente journée. Et qu'est-ce que tu penses que ça change pour toi dans ta vie? Bah, c'est fondamental, en fait. Le fait de tourner son mindset, son état d'esprit de manière positive, ça vous permet d'aborder les problèmes que vous allez avoir de manière positive et vous emmener peut-être d'autres opportunités ou d'autres choses. Passer outre les problèmes qu'on pourrait avoir, en fait. Et s'il y avait une phrase qui te guide dans ton parcours? Moi, j'ai une phrase, il y a 2 choses, en fait. La première, il y a une phrase que j'ai vue, donc c'est celle de Nelson Mandela, certainement il y a beaucoup de gens qui la connaissent. Dans la vie, je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends. Donc ça, c'est une réalité. Quand on a des obstacles, si on les prend de la mauvaise manière, on peut apprendre une leçon. Ou sinon on peut gagner ce qu'on a. Et il y a quand même une autre chose. J'ai lu un livre il y a quelques années de Mike Horn. C'est quelqu'un que j'admire beaucoup. Toucher les étoiles? Ouais, Toucher les étoiles. Et dans ce livre, il explique que la vie ne dure en moyenne que 30 000 jours. Faites le calcul de ce que vous avez déjà passé, ce qui vous reste, et posez-vous la question de vous dire qu'est-ce que je fais de ce temps qui reste, en fait. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai pris la décision quand on m'a proposé de partir en expatriation, parce que moi c'était un sujet qui me tenait à cœur. Et cette décision, je me dis, mais finalement tu vas faire quoi? Tu vas refuser parce que tu as des contraintes, des contraintes autour de toi qui vont t'empêcher de le faire? Ou alors est-ce que tu vas le suivre parce que c'est ce que tu as envie de faire? Et moi j'ai choisi ça, en fait, pour pas avoir de regrets plus tard. Merci beaucoup, Bernard.
Catherine, donc toi tu es dirigeante de Go Stand Up, qui est une société de formation à la communication interpersonnelle. Tu l'as créée il y a quelques années et tu es aussi apprentie stand-upeuse. Je trouve que ça claque un peu quand même. Et ton tournant professionnel, il arrive lui à la cinquantaine à peu près. Et c'est pas le fruit d'un événement extérieur finalement, c'est plutôt pour toi, sur le papier tout va bien. Il y a une belle carrière dans l'industrie pharmaceutique, que tu coches bien les cases de la vie réussie selon les standards extérieurs, et pourtant il y a quelque chose qui te dit que bien cocher les cases, ça suffit plus. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là pour toi? Alors, bonsoir déjà, bonsoir à tous, merci pour ta question. Ce qui se passe, c'est que j'ai à peu près 50 ans, que j'apprends à compter d'un seul coup, et que je me dis, mais tiens, j'ai sans doute fait 2/3 de ma vie, il reste plus qu'un tiers. Qu'est-ce que je vais faire de ce tiers-là? Et j'ai encore plein de rêves, en fait. Donc oui, j'ai réussi plein de choses, je suis installée, c'est assez confortable. J'ai plutôt un très bon salaire, la belle voiture de fonction qui va, etc. Je connais bien mon environnement, mais voilà, j'arrive à cette étape-là. Les enfants quittent le nid, ça joue aussi. Et du coup, je décide voilà, de me réaliser moi-même. Et qu'est-ce qui t'autorise à y aller? Parce que c'est peut-être des envies, des aspirations que tu as depuis un moment, mais c'est quoi le déclic pour te dire je fais le premier pas et je m'engage dans ce changement-là? Alors, le soutien de mes proches, certainement, ça c'est important, de mon mari, la possibilité, j'ai créé en fait, le thème de la soirée, c'est comment j'ai saisi l'opportunité. Là, je l'ai pas saisie, moi. J'ai décidé de la créer, donc je l'ai créée. Je suis passionnée par les autres, je suis passionnée par l'humain. J'avais eu la chance d'avoir eu moi-même des formations sur les styles comportementaux et la façon dont on interagit les uns avec les autres. Et je me suis dit que c'était certainement une belle voie pour moi à emprunter. Et j'ai décidé de l'emprunter. Et donc, j'ai décidé de continuer à me former. J'ai décidé aussi de monter sur scène parce que j'en rêvais depuis toute petite. Et qu'à un moment donné, il faut y aller, quoi. Et justement, créer ton entreprise, te lancer dans cette aventure entrepreneuriale, ça permet quoi pour toi? Ça a ouvert quoi de nouveau, de possible? Est-ce que ça t'a permis d'intensifier les couleurs de ton quotidien? Oui, carrément. En fait, je pense que je suis devenue une autre personne. Et tu m'avais posé la question, qu'est-ce qui peut montrer ce changement chez toi? Déjà, c'est le changement au niveau vestimentaire. Auparavant, je portais plutôt des talons de 10 cm et je mettais des jupes, etc. Et là, j'étais dans les codes j'étais dans les codes de l'entreprise dans laquelle j'étais et j'ai décidé de me réaliser moi-même. Je pense que j'ai une petite âme d'artiste. Je pense que j'aime les autres. Donc voilà, les aider à mieux interagir les uns avec les autres, les aider à prendre la parole en public, par exemple, les aider à diverses choses, pour moi, ça a du sens et ça me permet de me réaliser. Et dans quelle mesure, finalement, créer ton entreprise, ça t'a permis de réunir un peu toutes les facettes de Catherine dans un seul et même univers? Parce que créer une entreprise, c'est pas uniquement, ok, j'ai une idée et je la pose et je la réalise. J'ai toutes les casquettes, véritablement. Dans mes précédents métiers, dans l'industrie pharmaceutique, j'étais un peu étriquée, en fait. J'avais envie d'aller à droite, à gauche, et on me disait, non, va pas là, c'est pas fait pour toi, va pas là, c'est pas fait pour toi. Là, je fais tout, en fait. J'ai la casquette de chef d'entreprise, je fais le marketing, je fais le commercial, je fais la création de mes formations, je fais véritablement tout et j'anime évidemment des formations, donc je fais énormément de choses. Tu as trouvé un véritable espace d'expression de qui tu es et tu pars de toi pour construire plutôt que de t'adapter à une attente et t'assurer que tu peux rentrer dans la case. C'est ça que j'entends. J'ai appris à m'écouter pour mieux écouter les autres au final. Donc ça c'est riche et ça me permet de faire énormément de rencontres qui sont pleines de sens et de m'enrichir de ces rencontres et ça c'est top. Merci beaucoup, Catherine. Merci à toi. Emmanuel, donc toi tu es aujourd'hui le DG de Pépina, qui est un lieu unique à Angers, qui réunit et qui propose un espace dédié aux artisans, ou plus largement aux entrepreneurs du fer. Mais ton parcours, il commence pas dans l'artisanat. Tu commences par une école de commerce après le bac. Et il y a c'est un peu l'autoroute finalement vers les postes dans les grands groupes, voilà. Et il y a un invité surprise qui se glisse un petit peu dans tes ressentis rapidement. C'est l'ennui.
Ouais, bonjour à tous. Ouais, j'ai fait une école de commerce parce que à 18 ans, on est souvent perdu. Et puis, j'ai des parents qui m'ont dit, toi en fac. Donc, j'ai fait une école de commerce et ben, je me suis ennuyé de la première année à la cinquième. Et du coup, je me suis formé avec un pote, tout simplement à la menuiserie. Et c'est cette rencontre qui a après fait tout ce chemin. Alors ça démarre même par un événement un peu particulier parce qu'entre 2 années d'ennui, il y a un été, il y a un jardin et il y a un dessin avec Ludovic, un ami à toi qui est étudiant en école d'architecture et vous commencez à réfléchir à comment vous pourriez créer un meuble. Ouais, lui aussi, il s'ennuie en école d'archi. Et du coup, on passe un été à dessiner des meubles. Et puis, on commence à en vendre 1, 2, 3, 4, 5. Et puis, on monte une entreprise de mobilier parce que ben, on ne pouvait pas tout faire au black. Donc, du coup, on s'est dit, ben, allons-y, montons notre entreprise. Et ça a duré quelques mois, ouais. Donc vous montez Gueule de Bois Design, c'est ça? Ça dure donc dès le moment des études et là tu te confrontes, enfin il y a une difficulté en fait que vous rencontrez très rapidement, c'est que finalement dans cette époque qui encourage beaucoup les startups, finalement l'artisanat ça fait pas beaucoup rêver les investisseurs, on va dire ça comme ça, et du coup tu es confronté à cette difficulté là. Et comment cette difficulté finalement tu la transformes en une opportunité qui déploie une nouvelle étape de ton parcours? Ouais, en fait, on est allé voir tous les deux des banquiers pour leur dire coucou, on est à Paris, on aimerait 80 000 euros pour acheter des machines, pour pouvoir avoir des clients et pour se développer. Le banquier fait ah ouais non, les gars vous avez pas de clients, c'est compliqué votre dossier, on le refuse. Et du coup on s'est dit bon comment on fait pour trouver notre atelier? Et là on s'est mis à chercher un lieu et puis c'est des rencontres qu'on a monté un atelier d'artistes à Ivry-sur-Seine et c'est là où je me suis rendu compte du pouvoir de la mutualisation où en fait le galeriste arrivait et venait pour un artiste et au final il repartait, il montait une expo avec tous les artistes et c'est là où je me suis dit ah, il y a un truc à creuser, donc on rentre dans cet atelier et puis là je me dis il faut aller plus loin pour aider justement pas les start-upers qui avaient déjà, c'était l'époque de la station F à Paris, du NUMA, il y avait plein d'aides et puis il n'y avait rien pour les artistes, artisans, créateurs et c'est comme ça qu'on a un petit peu creusé avec Antoine, Michel et Victor Bureau, on a creusé ce concept jusqu'au bout pour monter Pépina. Et ce qui est intéressant, c'est qu'avec Pépina, et ce que tu décris justement de la découverte de l'environnement de l'artisanat, t'amènes finalement une manière de créer des ponts entre l'univers de l'entrepreneuriat que tu as découvert à travers ton école de commerce, mais aussi par ta pratique de je crée une entreprise, et tu es en train de trouver comment créer des ponts pour permettre à l'univers des artisans de se familiariser avec des codes d'un univers qu'ils ne connaissent pas du tout. Est-ce que c'est ça particulièrement qui t'anime aujourd'hui, et c'est quoi ton plus grand rêve ? Ouais, ce qui nous anime tous les trois, c'est de voir des personnes qui arrivent et qui ont un talent entre les mains et qui ne savent pas comment faire. Dans les mains ou dans la tête, hein, des professions créatives. Et donc, du coup, c'est leur dire, ok, tu ne sais pas commercialiser, nous, on va essayer de t'aider, on va t'épauler pour commercialiser. Alors, avec nos moyens, parce qu'on en a peu, mais on va essayer de les accompagner. Et c'est ça qui nous fait plaisir. Enfin, on a des histoires tous les jours chez Pépina de réussite, d'échecs. Il y en a aussi, il faut le dire, mais c'est le rêve le plus grand, c'est d'animer un grand réseau où en fait des petits artisans qui arrivent chez Pépina deviennent des belles structures, des grandes structures, des modèles de réussite et qu'on puisse animer ce réseau de créateurs parce qu'aujourd'hui vous faites un CAP menuiserie ou tourneur-fraiseur, vous avez peut-être pas le réseau d'une école de commerce et donc nous on va justement créer ce réseau. Et justement, quand tu as des anciens camarades d'école de commerce qui te demandent comment on fait pour devenir menuisier, ça te fait quoi ? Ça me fait beaucoup rire parce que tous mes potes d'école de commerce qui montaient des startups à l'époque et qui avaient plein d'aides, il n'y en a plus une debout. Et puis Gueule de Bois Design existe toujours et il y a 4 salariés. Donc ça me fait rire. Et puis qui viennent me voir pour me demander une reconversion, avec plaisir. C'est des tellement beaux métiers qu'on s'aide. Merci beaucoup, Emmanuel. Alors, j'ai envie de vous poser une dernière question à tous les trois et je vais vous proposer en une phrase ou deux de me partager un petit peu votre ressenti.
Je suis curieuse de savoir, dans votre parcours jusqu'ici, qu'est-ce qui vous a le plus aidé finalement dans vos changements de trajectoire? Qu'est-ce qui a été votre allié? C'est peut-être une personne, c'est peut-être une ressource intérieure. Qu'est-ce que vous diriez? En une phrase ou deux, s'il te plaît. Non, pour ma part, je pense que ce qui m'a le plus aidé, c'est de changer d'état d'esprit en fait. D'avoir une vision positive. Ça, c'est ce qui est fondamental pour moi. On n'a pas toujours le choix des événements, mais on a toujours le choix du regard qu'on pose sur eux. Exactement. Super, merci beaucoup, merci. Alors pour ma part, c'est peut-être le fait d'avoir l'impression d'avoir de nouveau 20 ans. Même si je sais que c'est pas vrai, hein, mais... mais le ressenti intérieur, c'est comme la température. Ouais. Température réelle, température ressentie. C'est ça, température ressentie, exactement. C'est le fait de me dire, ok, enfin, je peux faire ce dont j'ai toujours eu envie. Et j'ose le faire, et j'y vais, et j'écoute plus ceux qui me disent que c'est pas possible. Je dis pas que c'est facile, mais voilà. Mais c'est exaltant. Voilà, exactement. Merci. Emmanuel, pour toi? Ouais, moi, c'est les rencontres. À chaque fois, ça a été que des rencontres, des gens qui nous soutiennent. Et c'est l'important, c'est ceux qui sont avec nous, derrière nous, dans les bons ou les mauvais moments. Les alliés sont importants. Merci beaucoup. Alors un grand merci à tous les trois, Bernard, Catherine, Emmanuel, et merci aussi pour les notes musicales, les ponctuations, les virgules, comme tu le dis Valérie. Alors à travers vos récits, on entend que saisir une opportunité, finalement, c'est prêter attention à ce qui est là. C'est oser franchir le seuil aussi de la porte qui s'entrebâille et qui nous appelle. C'est s'autoriser, c'est s'engager. Et dès qu'on s'engage, franchement, c'est intéressant d'entendre dans vos parcours combien la vie, elle répond. Tout à coup, dès qu'on s'engage, qu'on fait ce pas franc et engagé, il y a des rencontres, il y a des alliés, il y a des ressources qui surgissent, comme si faire un pas vers soi, ça ouvrait le champ des possibles. Alors, cher public, j'ai envie de vous poser la question, avec quelle pépite vous ressortez justement de cette table ronde? Comment ces échanges ont peut-être éclairé votre propre trajectoire? Et puis, j'ai envie de vous challenger un peu. Quels petits pas concrets vous pourriez faire dans les prochaines heures ou dans les prochains jours, même le tout premier petit pas possible, pour finalement vous engager sur une voie qui serait une trajectoire qui vous ressemble encore un peu plus davantage? Alors la pause qui va s'ouvrir, là, maintenant, elle va être idéale pour laisser infuser ce qui vous a touché pendant cette table ronde et pour aussi, pourquoi pas, échanger entre vous, venir échanger avec nos témoins. Je serai moi-même ravie de savoir ce qui vous a interpellé. Et puis on va se retrouver à 19h30 pour prolonger cette réflexion grâce aux mots et aux notes de Valérie Marie qui nous racontera comment, un jour, elle a osé dire oui, elle a transformé une opportunité en une trajectoire plus vibrante et plus juste. Je vous remercie et je vous souhaite une excellente suite de soirée.